Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, philosophe, dramaturge, romancier, multi-récompensé en France et sur d'autres continents. Il est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés au monde, avec plus de 50 ouvrages publiés, peut-être même encore bien plus. Éric Emmanuel Schmitt vient nous voir pour Juste après Dieu, il y a papa, aux éditions Albin Michel, un roman sur l'histoire de Mozart, père et fils. L'occasion, comme toujours, de redécouvrir aujourd'hui notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être à nouveau mon invité sur cette antenne de Radio J. Vous connaissez bien sûr le thème de l'émission, tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Alors on va parler de votre actualité, mais aussi envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, peut-être autour d'un portrait croisé avec Mozart. On va tenter cette expérience ensemble, c'est périlleux, je le sais, mais essayons avec le début, toujours le début. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes né un 28 mars dans les années 60 à Sainte-Foy-les-Lyons. Avant de prendre la nationalité belge, vous grandissez dans une famille profondément athée, malgré les heures de messe, entouré d'Alain et Florence, vos frères et sœurs, mais aussi de vos parents ou de professeurs de sport, entre autres. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Oh, j'ai eu une enfance, d'abord globalement heureuse, puisque j'avais des parents extrêmement aimants. L'amour était parfois difficile entre mon père et moi, mais je savais qu'il existait. Et puis, j'étais un enfant à la fois très contemplatif et très actif, je crois, comme je suis encore aujourd'hui. Et ce qui a été merveilleux dans mon enfance, c'est que mes parents m'ont donné accès à la nature. Parce qu'on marchait beaucoup, on partait en montagne, on partait en forêt, etc. Et puis, ils m'ont donné accès aux arts. Vraiment, j'ai assisté très jeune à des ballets. Ma mère, d'ailleurs, faisait partie d'une troupe de danse professionnelle. Je suis allé très jeune au concert, à l'opéra. J'ai fait de la musique aussi jeune. Je suis allé au théâtre. Bref... J'ai l'impression d'être vraiment un fils, au sens où beaucoup de choses que j'aime aujourd'hui et que je fais aujourd'hui viennent de mon enfance. Est-ce que vous diriez qu'en cela, il y a une similitude avec Mozart ? Oui, parce que je pense que mes parents ont fait ce qu'a fait Léopold Mozart, c'est-à-dire présenter à ses deux enfants la culture, les voyages, les langues, les arts. Léopold Mozart a fait ça avec ses enfants, sa fille et son fils, ce qui d'ailleurs était quand même... pas courant à l'époque de le faire autant pour la fille que pour le fils. C'était un homme des Lumières. Et il a voulu leur offrir ce que lui n'avait pas eu. Puisque lui, il avait dû simuler une vocation religieuse pour rentrer au petit séminaire et suivre des études. Et donc, il s'est dit, mes enfants, eux, connaîtront tout ce que moi, j'ai eu tellement de mal à acquérir. Et je pense que chez mes parents, il y avait aussi ça. Présenter tout ce qui pouvait me présenter du monde et de tout ce qu'il y avait d'admirable, tout ce qui pouvait nourrir l'esprit. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, il y a plus de 20 ans, vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « Ma vie avec Mozart ». Vous sortez aujourd'hui Juste après Dieu, il y a papa. Donc, on le disait aux éditions Albin Michel. C'est un roman dans lequel vous vous intéressez notamment à l'enfance et à la vie de Mozart, en particulier dans son rapport avec son père. D'abord, pourquoi ce choix et pourquoi parler de cet artiste à 2 reprises ? Il a une place tellement importante dans ma vie. Dans le livre autobiographique que j'avais intitulé « Ma vie avec Mozart », qui était un ensemble de lettres que je lui écrivais et auxquelles il répondait par des musiques, je racontais comment il m'a sauvé. Il m'a tout simplement sauvé la vie. Parce que lorsque j'avais 15 ans, j'avais envie de fuir. Alors pas de faire une fugue, comme font certains, pas m'enfuir non plus dans la drogue ou dans la boisson. La pire fuite, celle du suicide. Et je l'avais vraiment planifiée. J'avais en fait peur de rentrer dans la vie, j'avais peur de rentrer dans ce corps, j'avais peur de tout ce qui m'attendait. Et fort heureusement, une professeure de musique emmène 5 de ses élèves, dont je faisais partie, assister à des répétitions à l'Opéra de Lyon. Il s'agissait des Noces de Figaro de Mozart.
Et au début, évidemment, je trouve ça sans intérêt. En plus, à l'époque, l'opéra était vieux, complètement poussiéreux. Il n'avait pas encore été refait. Et je vois rentrer une femme assez imposante sur scène et je m'ennuie. Et elle se met à chanter. Et là, je suis sauvé. Plutôt, je suis guéri. En 4 minutes et demie, le temps de ce chant, c'était l'air de la comtesse Dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacer. Ce chant extrêmement nostalgique me rendait en fait le goût de l'existence, me redonnait le désir d'être là. Et je me suis dit, bon, s'il y a des choses aussi belles, je reste. Et je crois que c'est toujours le mantra qui guide ma vie aujourd'hui. Je vais voir toutes les choses belles qu'il y a sur cette terre. Et donc, voilà, Mozart a été un sauveur. Et donc après, il est devenu beaucoup plus qu'un musicien. Il est devenu un guide, un philosophe, quelqu'un qui m'a pris par la main plusieurs fois dans ma vie, en me donnant des larmes quand j'étais sec, en me refournissant de l'allégresse et de la joie quand j'étais au plus bas, en me donnant des leçons de vie, des leçons de désir, des leçons d'enthousiasme, des leçons d'allégresse. Donc c'est quelqu'un qui joue un énorme rôle dans ma vie. Peut-être que vous aimerez les similitudes que j'ai trouvées entre vous, Eric Emmanuel Schmitt. On va le voir dans un instant, mais d'abord on va parler de l'enfance de Mozart, puisqu'on a parlé de la vôtre. Wolfgang Mozart va lui naître en 1756. Il va grandir à Salzbourg, entouré de sa sœur Nannerl et de sa mère Anna Maria, femme au foyer, et de son père que vous évoquiez, Léopold, professeur de musique. Quel genre d'enfance vous diriez que lui a eu ? Alors justement, on peut vraiment se demander si c'est une enfance subie ou une enfance choisie. Et je pense qu'on ne saura jamais. Ce qui se passe, c'est que Léopold Mozart, son père, lui propose, entre autres, la musique. Il est lui-même vice-maître de chapelle de la cour épiscopale de Salzbourg. Et l'enfant, comme sa sœur aînée, va se mettre à adorer la musique. Alors, sa sœur aînée devient très vite virtuose, mais lui, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il a carrément le génie de la composition. C'est ça. Et donc, c'est lui qui en redemande. Il demande toujours à son père d'apprendre plus. Elle a le talent et lui le génie. C'est Oui. ce que vous diriez, parce que vous faites cette distinction dans votre ouvrage. Oui, et puis, en fait, il va avoir 2 génies. Il va avoir le génie enfant, puis le génie adulte. Et ce sont 2 génies de nature extrêmement différente. Ce qu'on appelle le génie chez un enfant, c'est simplement une précocité. Donc, c'est une espèce d'erreur chronologique qui fait qu'un enfant arrive plus tôt que prévu à faire certaines choses. Finalement, c'est un génie relatif, puisque finalement, après, quand on arrive à des âges normaux, il n'y a pas forcément une trace de sublimité ou d'excellence dans la personne. Et puis, il y a l'autre génie, qui est le génie créateur. Celui-là qui n'est pas relatif et qui est que Mozart entendait et pensait et donc écrivait des musiques que personne n'avait seulement imaginées. Et son père va très vite s'en rendre compte parce que Léopold, il écrit comme un musicien professionnel. Il fait de la rhétorique musicale en quelque sorte, avec des formules toutes faites. Il invente des détails, mais pas beaucoup. Et tout d'un coup, il voit son fils qui, lui, a une vraie pensée musicale et s'exprime à travers la musique. Et là, c'est un autre continent. La première fois que Mozart compose, il a 6 ans. Et quand son père lui demande comment il s'y est pris, il va répondre, en tout cas dans ce roman Eric Emmanuel Schmitt, j'ai cherché des notes qui s'aiment. Et j'ai l'impression que vous aussi, quelque part, Eric Emmanuel Schmitt, depuis toujours et depuis tôt, vous avez cherché des phrases qui s'aiment. Oui. Ah oui, les mots qui s'aiment, les phrases qui s'aiment. Oui, parce que je pense que j'écris avec la nostalgie du musicien que je n'ai pas été. Enfin, je continue à jouer du piano et j'ai fait des études de musique jusqu'au supérieur, au conservatoire. Donc quand même, j'ai une bonne formation, puis j'ai fait de la musicologie, mais je n'ai pas d'imagination musicale. Vous voyez, moi, c'est plutôt Nannerl que Wolfgang. C'est-à-dire, ouais, je peux jouer correctement. Et je peux être en capacité de comprendre le génie que je n'ai pas, le génie musical. Et donc, oui, je pense qu'il y a du coup une façon d'habiter la langue française qui est savoureuse, j'ai du goût pour les sons, pour les mots, pour le rythme des phrases, pour l'harmonie, pour leur souplesse, pour leur contraste, etc. C'est-à-dire, oui, je fais de la musique avec les phrases.
Wolfie, comme vous l'appelez dans votre livre, joue comme s'il était traversé par un courant d'air divin. C'est ce que vous écrivez. Et on apprend qu'à son jeune âge, il est un prodige qui suscite quand même aussi déjà des jalousies, notamment de la part de Rousseau. Oui, c'est-à-dire, on est dans une époque où l'athéisme est en train de monter. Et le prince archevêque de Salzbourg, Strattenbach, avant l'horrible Colloredo qui va lui succéder, Strattenbach, en fait, autorise Mozart à prendre un congé sans solde pour emmener ses enfants à travers toute l'Europe, parce qu'il dit Dieu a honoré Salzbourg en lui envoyant un enfant génial. Et dans ce siècle qui croît de moins en moins, il faut montrer ce miracle partout. Et donc, il y a cette idée. Et alors, évidemment, à Paris, il va arriver dans un monde de philosophes des Lumières qui n'ont qu'une religion, celle de n'en pas avoir. Le baron Grimm, d'Holbach, Diderot, Rousseau, etc. Même si c'est chez chacun assez complexe. Et tout d'un coup, ce gamin apparaît comme un miracle, ce qui gêne certains. Tout à fait. Vous êtes devenu dramaturge, nouvelliste, romancier et réalisateur grâce à un professeur qui vous y a poussé, comme souvent. Et c'est aussi le cas, je dirais, de Mozart, dont le père, professeur de musique, lui a tout appris. Et il lui a bien rendu parce qu'il va adorer ce père, ce guide, ce modèle, son Dieu vivant. Et vous écrivez: tous les pères croient leurs enfants brillants. C'est la mécanique naturelle de l'amour paternel. Ce sont souvent les pères qui voient le génie de leurs enfants. Est-ce que vous le pensez vraiment ? Enfin, ça peut être les mères, c'est ça que vous voulez dire. Oui, mais j'allais dire que la mère a il me semble-t-il souvent un amour beaucoup plus inconditionnel, alors que le père est fier. C'est-à-dire le père projette son enfant dans la société et souhaite qu'on reconnaisse ses capacités exceptionnelles. Alors parfois ce n'est pas vrai et parfois c'est vrai. Et je crois que c'est beaucoup plus dur quand c'est vrai. Parce que on se rend compte que finalement tous les autres pères prétendent avoir enfanté une merveille, et donc on trouve ça assez ridicule. Et tout d'un coup, là, dans le cas de Léopold Mozart, c'est vrai, son fils est absolument exceptionnel, et il sait qu'il essuie des moqueries. Mais il se dit, pour être le père de ce garçon, il faut que je dépasse l'humiliation de ces moqueries pour l'amener totalement vers l'excellence. On va y arriver dans un instant. Je me suis demandé, pour répondre à cela avec vous, Éric Emmanuel Schmitt, si les mères seraient, certes avec un amour inconditionnel, mais peut-être plus posé, sans doute pour pouvoir les garder près d'elles plus longtemps. C'est ce que je me suis dit, tandis que les pères rêvent de leur envol. Oui, je pense que les mères, c'est un amour plus complet, c'est un amour qui est aussi charnel, qui a celui de la présence, etc. Et tandis que le père, dans nos sociétés, c'est celui qui doit pousser l'enfant du côté de la société, de la réussite sociale et de la loi. Donc, ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Je pense que c'est plus ingrat, d'ailleurs, à ce niveau-là, pour le père que pour la mère. Parce que le père, c'est celui qui doit aussi vraiment savoir dire non. Et puis, c'est celui qui, généralement, va subir le détachement un jour. Parce que l'asymétrie totale des relations père-fils, c'est qu'un jour, le fils doit tuer le père, s'en séparer. Symboliquement, pas forcément dans la douleur, mais en tout cas, il doit s'en séparer. Aucun père ne veut se séparer de son fils, mais il sait qu'il doit le faire. Et puis surtout, aucun père ne veut tuer son fils. Bien sûr, c'est ce que vous écrivez. C'est un livre touchant, bouleversant, Éric Emmanuel Schmitt, qui nous rappelle qu'au cœur de notre existence, nous sommes amenés à voler de nos propres ailes, en oubliant finalement jamais d'où l'on vient, parce que quoi que l'on fasse dans la vie nous le rappelle. Oui. Ce lien père-fils, comme le lien mère-fils aussi, ou mère-fille, ce lien père-fils, c'est un lien qui a quand même comme finalité son exténuation. C'est-à-dire qu'un jour, il va falloir que cette relation-là finisse parce que l'enfant doit pouvoir être autonome. Et ça va être le grand souci du père de Mozart, Léopold, parce qu'il se rend compte que son fils est un génie que personne ne peut égaler en termes musicaux, mais que dans la vie,
il est assez maladroit. Il n'a pas d'entre-gens, il ne sait pas se mettre en valeur, il ne sait pas courtiser qui il faut, il ne sait pas dire oui quand il faut dire oui, retenir une plaisanterie, etc., etc. Et donc, il le trouve assez associable et il s'en sent un peu coupable aussi. Et donc, du coup, il exerce une autorité de père sur ce domaine-là qui va être insupportable à son fils et son fils va vouloir partir de cette prison. D'ailleurs, il va dire à un moment donné, j'ai raté ton éducation. Oui. J'ai raté quelque chose. J'ai fait un génie, mais j'ai raté ton éducation. Il dit aussi des Wolfgang. Il n'en est pas un par siècle. Il va tout faire pour faire éclore le génie de son fils, en faisant tout d'ailleurs pour le présenter au monde. Il va le faire voyager, il va le faire évoluer, mais voilà que l'élève va dépasser le maître et l'admiration du fils pour son père va se muer en dédain. Oui, en mépris, en dédain. Et le jour où il apprend la mort de son père, il écrit une chose horrible qui s'appelle une plaisanterie musicale, une blague musicale. C'est dans son catalogue, on voit que c'est ce jour-là qu'il l'a fait, qui est le ramassis de toutes les bêtises que peut composer un homme de son temps. Ouais. Vraiment, il écrit la plus mauvaise musique possible et imaginable, le jour de la mort de son père. Alors, beaucoup de musicologues s'en sont étonnés. Moi, j'ai fait une construction psychologique qui permet sans doute de le comprendre. C'est-à-dire, pour ne pas souffrir de la mort de ce père qu'il a tant aimé, eh bien, il décide de charger la barque et de penser négativement. Au fond, son esprit le protège d'un chagrin dévastateur par une sorte d'amnésie et puis de moquerie. Après, bien sûr, ça va revenir. Ça nous est tous arrivé. Quand quelqu'un meurt, à qui on est très attaché, on peut avoir un moment d'amnésie. On oublie tous les membres. On se protège de sombrer. Et puis, 1 an, 2 ans plus tard, ça va revenir. On va peut-être avoir les vraies grandes larmes qui vont nous prendre comme ça en donnant un coup sur la nuque. Et je pense que dans le cas de Mozart, c'était ça. Au moment de la mort de son père, il n'a voulu ne penser que du mal de lui pour ne pas trop souffrir de la disparition de cet homme qu'il a idolâtré. Il y a peut-être Anna Maria, la mère, qui avait senti et redouté ce revers de la médaille en lui disant à son mari, ne redoutes-tu pas de lui présenter la crème de la crème. Dès qu'il en aura conscience, il va te juger, peut-être te mépriser. Lui, ce père qui finalement voulait rester dans le cadre, dans les carcans, alors que ce fils ne rêvait que d'aventure et de grandeur. Je me suis demandé, à un moment donné, en regardant le caractère de Mozart, si vous-même vous étiez parfois décrit comme un adolescent rebelle, ne supportant pas les idées reçues. La philosophie que vous avez d'ailleurs étudiée et enseignée vous a sauvé en vous apprenant à être vous-même et à vous sentir libre. Si vous voyez une similitude avec le caractère de Mozart qui, lui, a trouvé refuge aussi dans son art. Ah oui, je suis amoureux de ma liberté, exactement comme Mozart. Et je suis prêt à en payer le prix. Mozart en a payé le prix très très cher. C'est-à-dire qu'il est mort d'abord de surmenage. Parce que comme il a refusé d'être le musicien d'un prince, d'un duc, d'un empereur, il était freelance. Et c'était la première fois qu'un musicien était freelance. C'est ça. Après, ils le sont tous devenus. Il a ouvert la voie. Il a fait une brèche. Mais personne ne l'était. Et son père, qui était un homme de l'ancien temps, était complètement effrayé par ça. Moi, j'ai eu cette même volonté de mener ma propre vie. J'ai eu en plus le bonheur, dès mon 2e texte, c'était de théâtre, d'être joué dans le monde entier. Donc, j'ai pu abandonner un métier entre guillemets stable, qui était un très très beau métier puisque j'enseignais la philosophie à l'université, mais pour me consacrer totalement à l'écriture. Mon propre père tremblait. Pour lui, j'avais fait une folie absolue. Lui, il me voulait fonctionnaire de l'éducation nationale jusqu'à la fin de ses jours, des miens. Et moi, je ressentais aussi. Mais c'est vrai, c'est votre question qui me fait penser qu'il y a au moins ce point commun-là. C'est-à-dire, oui, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et parfois, il y a eu des nuits d'angoisse en se disant, mais comment je vais payer le loyer la semaine prochaine ? C'est ça, c'est ce qu'on voit clairement dans ce livre-là, Éric Emmanuel Schmitt, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Mozart, on a la sensation qu'il a connu un succès flamboyant, alors qu'on voit que ça ne l'était pas forcément. Alors, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Je dirais que
il est arrivé une chose qui est rare, c'est-à-dire qu'il a été reconnu enfant et méprisé adulte. Il était un enfant prodige. Alors vous savez, les gens, ils ont des yeux plus que des oreilles. Et donc, en voyant un petit garçon qui montait à peine il fallait mettre des coussins pour qu'il arrive jusqu'au clavier, en voyant ce petit garçon qui improvisait comme un virtuose adulte, ils ont vu son génie. Mais après, c'est plus avec les yeux qu'on le voyait, parce quand il était papillon au milieu des chrysalides, bien sûr tout le monde le voyait, mais quand il a été papillon au milieu des papillons, qu'il avait l'âge normal pour faire ce qu'il faisait, il fallait avoir des oreilles pour se rendre compte qu'il était génial. Et je crois que le grand problème de Mozart, c'est que lui seul s'est rendu compte qu'il était Mozart. Son père et Joseph Haydn, le grand musicien que j'évoque aussi dans mon livre. C'est-à-dire que ses contemporains ne s'en rendaient pas compte, et il est mort quand même à 35 ans. Il n'y avait personne à son enterrement, et il a été enterré dans la fosse commune. Et 5 ans après, la légende commençait. Et 15 ans plus tard, c'était une des plus grandes gloires de l'Europe, et aujourd'hui, c'est le nom qui définit le musicien. C'est incroyable. Et vous le dites, il n'impressionne plus. Parfois, il agace, pour revenir sur vos propos, Éric Emmanuel Schmitt. Vous l'avez dit, avec son père, ce sont 2 générations qui s'entrechoquent. Et Wolfgang a des envies de grandeur. D'ailleurs, il y a une phrase qui va les unir jusqu'à la fin et même les diviser, qui réside à plusieurs reprises dans votre ouvrage. C'est « Un Mozart ne doit jamais être médiocre ». Oui, c'est la phrase que répétait tout le temps Léopold. Et alors, l'enfant a toujours essayé de lui prouver que oui, il avait raison de dire ça et qu'il ne serait jamais médiocre. Mais il y a un moment où ce qu'avait appris Léopold à Mozart, c'était aussi les idéaux du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la liberté. Mais lui-même, Léopold, le père, était incapable de vivre cette liberté et d'assumer cette liberté. Et son fils lui a dit « Mais toi, tu es incapable d'exercer ta liberté alors que tu m'as appris la liberté. » C'est ça. Et là, ça va être la rupture. Son père est plus soumis ou plus prudent. Il veut un monde plus sûr et solide pour son fils, tandis que Wolfgang Mozart dira « Je n'écrirai pas pour ceux qui me commandent, mais pour ceux qui écoutent, pour le public, papa, pour le public. Le public ne te fera pas vivre. » C'est ce que le père dira au fils. Un poste et sa conservation, voilà ton unique voie. Il va pourtant essayer de faire plaisir à son père, et pas qu'une fois, mais c'est au-dessus de ses forces. Et il va dire « Être un bon fils, est-ce à ce point aller contre ses propres désirs ?» Eh oui. Qui ne s'est pas posé cette question-là. Est-ce que pour être un bon fils, il faut que je cède, il faut que j'accepte la conception de la vie de mes parents, ou que j'affirme une autre conception de la vie? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon existence, et j'ai la tête dure. J'ai affirmé ma propre conception de l'existence, mais j'ai mis un certain temps. Je pense que jusqu'à 27-28 ans, j'étais entre guillemets soumis. Et puis après, j'ai claqué la porte des préjugés familiaux, et j'ai vécu ma vraie vie. Et là, ça a commencé à devenir passionnant. Mais ce qui a été merveilleux, c'est que moi, mes parents m'ont suivi. On va rester avec vous, Éric Emmanuel Schmitt. On continue cette émission pour votre livre « Juste après Dieu, il y a papa » aux éditions Albin Michel, sur la relation entre Mozart et son père. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, de nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. Selon l'Agence nationale d'information, il s'agirait d'une première frappe après l'avertissement de Tsahal. L'armée israélienne cible les infrastructures du Hezbollah dans cette zone. La France exhorte le Hezbollah à remettre ses armes et à cesser ses attaques contre Israël. Paris condamne le choix du groupe terroriste de soutenir les attaques iraniennes contre Israël depuis le 1er mars. Déclaration à la veille d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La France demande également à Israël de s'abstenir de toute intervention terrestre ou d'envergure durable au Liban, en respectant la souveraineté et l'intégrité du pays. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré qu'aujourd'hui serait le jour le plus intense de frappe contre l'Iran depuis le début de
la guerre. Lors d'une conférence de presse au Pentagone, il a indiqué que l'opération mobiliserait le plus grand nombre d'avions de combat, de bombardiers et de frappes aériennes jusqu'à présent. L'armée américaine mène actuellement des frappes contre des navires iraniens qui posent des mines en mer. Plus aucun pétrole ne sortira du Moyen-Orient jusqu'à nouvel ordre, menace l'Iran. L'Iran qui contrôle de fait le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite un 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfiés mondiaux. Première visite d'État depuis le début de la guerre. Le ministre allemand des Affaires étrangères est arrivé en Israël. Il s'est rendu sur le site de l'attaque de missiles iraniens à Beit Shemesh et a rencontré les familles des victimes. L'Irak tente de trouver des solutions alternatives pour exporter son pétrole après la fermeture du détroit d'Ormuz, passage bloqué par les forces iraniennes en pleine guerre au Moyen-Orient. Enfin, le président de la République, Emmanuel Macron, convoque un conseil de défense et de sécurité nationale ce soir à 18h30. Les objectifs principaux, protéger les citoyens français dans la région, pouvoir intervenir en cas de situation d'urgence et organiser d'éventuelles opérations d'évacuation et de rapatriement. Merci beaucoup Nina Alouche, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Eric Emmanuel Schmitt et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Ah chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader. Radio J. Vous écoutez Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Est-ce que ça vaut la peine? 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 Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Eric Emmanuel Schmitt, pour son roman Juste après Dieu, il y a papa, sorti aux éditions Albin Michel sur la relation entre Mozart et son père. Forcément, c'est un livre sur l'amour entre deux êtres que la vie sépare, mais à jamais unis par le simple fait d'avoir aussi consacré leur vie à leur musique. La musique ne cessera jamais de les réunir finalement entre ce père et ce fils. Plus largement, cela m'amène à vous poser cette question, Eric Emmanuel Schmitt. Peut-on vraiment quitter ses parents ? Je pense que eux ne nous quittent jamais. Moi, je suis orphelin, j'ai perdu mon père et ma mère, et je continue à avoir des révélations sur eux. Je continue à changer de regard sur eux. Ils continuent à se manifester à moi. Peut-être que je m'intéresse plus à la personne qu'ils ont été, et non pas simplement au père ou à la mère dans leur fonction de père et de mère. Donc, parce que
dans une certaine mesure, on a une espèce de familiarité animale avec ses parents, mais on est souvent de père et de mère inconnus parce qu'on n'a pas pris la peine de les connaître. Et donc, je trouve que c'est un dialogue qui ne cesse jamais dans notre esprit, je dirais presque dans nos tripes, parce que moi, je sais même pas où ça se situe parfois. Par exemple, j'avais des rapports extrêmement difficiles avec mon père, mais je pouvais être à 6000 km, s'il était malade, j'étais malade. Et le lendemain, j'appelais en disant « Qu'est-ce que tu as ?» Waouh. Donc, ça ne cesse pas. Vous écrivez, et je vais lire 3 petits extraits très courts, 3 phrases ou peut-être 4. La première, c'est « De choses mortes naît la vie ». Oui. J'ai trouvé cette phrase merveilleuse. La seconde, c'est « Les enfants, c'est comme Dieu. On ne les aime vraiment que lorsqu'on n'a plus rien à leur demander. » Alors ça, je le crois vraiment. Et troisième écho, c'est « Je repousse ce père-là qui me voit comme un gamin. » Ce à quoi le père répond « Même quand tu cesseras d'être un gamin, je resterai malgré tout ton père. » S'il a réussi son fils, le père ne serait-il pas tout naturellement en retrait, ou alors est-ce au fils de tuer le père ? Eh oui, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire qu'un fils doit tuer son père et jamais un père ne veut tuer son fils. Mais le propre de ce lien absolument incroyable entre un père et un fils, c'est un lien qui, pour être accompli, doit amener à la séparation. Il y a une espèce de cruauté interne à cet amour-là, moi qui me donne le vertige. Et je suis père depuis quelque temps et j'avoue que savoir qu'un jour il faudra que ce lien soit suffisamment nourri pour qu'ils puissent prendre leur indépendance et qu'au lieu d'en souffrir, je devrais m'en réjouir. C'est quelque chose c'est une gymnastique cérébrale qui m'est un peu difficile. Je vous évoque, c'est une discussion que j'ai eue hier en parlant de votre ouvrage, en disant que ce livre, je l'ai trouvé merveilleux, mais quelque part, pour être maman aussi depuis très peu de temps, il a été très souffrant parce que je me suis mise à la place du père en me disant que ferais-je le jour où mon fils me dira qu'il doit voler de ses propres ailes, mais c'est le destin et c'est comme ça que la vie est faite finalement. Nous avons parlé de Mozart, on continue, on l'emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Ou c'est peut-être Mozart, Hélène Kuttner, qui nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, maybe, peut-être Mozart, toujours Mozart. Bonjour Éric Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Alors cher Éric Emmanuel, Mozart, c'est une passion pour vous, ça l'est pour nous, ça l'est pour moi aussi. Et l'analyse que vous en faites de la relation entre Wolfgang, le génie précoce et son père que vous racontez dans votre livre dit beaucoup. On l'a vu tout à l'heure de l'ambivalence qui se joue entre les fils et les pères. Il y a d'abord l'amour et ensuite le meurtre. Alors pour cette chronique théâtre, je ne peux m'empêcher d'évoquer une très belle production, peut-être l'avez-vous vue, qui se joue actuellement au Théâtre Marigny, qui se nomme Amadeus. Pas encore. On en écoute le teaser. Alors Amadeus, c'est la mise en scène de la pièce de l'anglais Peter Shaffer, dont le cinéaste Milos Forman avait fait un film iconique primé par 8 Oscars en 1984. Vous vous en souvenez peut-être, ce film avait fait l'effet d'une bombe, on y découvrait la vie dissolue, fantasque, totalement libertaire du jeune Mozart interprété de façon magistrale par un comédien halluciné qui s'appelait Tom Hulce. Et c'est le vieux Salieri, musicien rival, très installé à la cour, qui racontait cette histoire avec une admiration mêlée d'un désir de meurtre à l'égard de Mozart. La légende, soutenue par l'écrivain russe Pouchkine, disait qu'Antonio Salieri avait tué Mozart par jalousie. Alors, connaît-on la vérité sur la mort de Mozart ? Eh bien, en tout cas, moi, je la connais pas. Peut-être Éric et Emmanuel la connaissent, mais en tout cas, on a parlé de surmenage. Voilà. Cette nouvelle production reprend exactement le scénario du film d'Altman avec la présence de 2 comédiens saisissants. Jérôme Kircher, qui joue le rôle du vieux Salieri, et Thomas Soliveres, le petit frère du metteur en scène Olivier Soliveres, qui avait déjà adapté Le Cercle des poètes disparus, récompensé par le Molière du meilleur spectacle en 2024. Qui se joue encore d'ailleurs. Qui se joue encore et qui interprète Mozart. Alors, dans un décor composé de voiles irisés qui font apparaître les différents espaces, le cabinet sombre de Salieri, personnage diabolique, rusé, pervers, on a les faubourgs de Vienne qui bruissent de rumeurs, la cour illuminée de Joseph II, avec des conseillers qui disent
Il y a trop de notes dans la musique de Mozart. Le spectacle est un véritable voyage théâtral et musical, avec 14 interprètes, dont certains sont acteurs, chanteurs, avec un ensemble de musiciens qui vont sur scène, nous font entendre les plus beaux airs de Mozart, dont Giovanni, les Noces de Figaro, la flûte enchantée ou les Requiem. Tout se déroule à vue, on passe d'une scène à une autre avec le bruissement mondain de l'effervescence de Vienne. Mais c'est surtout l'interprétation de 2 personnages principaux qui est assez impressionnante, Hélène. Exactement, Cyrielle, parce qu'en fait, Thomas Oliveres, il déboule sur le plateau avec une énergie tonitruante. Il est comme un cabri, il est comme dans le film, il joue du piano de face, de dos, complètement à la renverse, avec ses pieds, le corps renversé, il rit d'un énorme rire en cascade, comme Tom Hulce, multiplie les gros mots et les remarques scatologiques, parce que Mozart adorait les gros mots, et en même temps, il dirige un orchestre. Il est ce génie épris de liberté, de fantaisie, mais incapable de gagner de l'argent et de négocier avec les puissants, dont vous parlez dans votre livre, cher Éric Emmanuel. Son père le hante, lui écrit. Il est sa conscience morale et Salieri, le vieux musicien de cour, observe ce phénomène avec une jalousie dévorante. Ce qui se passe sur la scène, c'est nettement le choc entre 2 mondes, entre 2 siècles. Wolfgang, c'est un homme du siècle des Lumières, vous l'avez dit, un humaniste. Il est proche des francs-maçons. Il accuse Vienne de n'avoir jamais compris sa musique, ce qui est vrai. Saluons cette production qui fait la joie des publics, jeunes et moins jeunes, surtout ceux qui n'ont pas vu le film, qui redonne vie à un musicien hors du commun de manière rythmée, à travers les beaux airs du répertoire. On rit, on pleure, on frémit, on admire la prestation scénique époustouflante de 2 acteurs principaux sur scène durant 2 heures qui seront bientôt, peut-être, récompensés par un Molière. C'est ce qu'on leur souhaite. Amadeus à Marigny jusqu'au 19 avril. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ariel Efraimi. Le billet du jour. Bonjour Ariel. Bonjour Cyrielle, bonjour Éric Emmanuel. Dans votre livre, vous partez d'une idée très forte. Quand on est enfant, le père est presque un dieu. Léopold lui explique le monde, lui apprend la musique, organise sa vie. Et en lisant ça, j'ai eu une révélation. Parce que chez moi, c'est exactement le même schéma, mais à l'envers. À la maison, juste après Dieu, il y a moi. Mais je vous jure, mon père me prend pour une divinité. Quoi que je fasse, pour lui, c'est exceptionnel. Déjà, il trouve que je suis le sosie de Leonardo DiCaprio. Voilà, je veux bien être ouvert au débat, mais par exemple sur les réseaux, les commentaires disent plutôt Ariel, la coupe de cheveux, on dirait un Playmobil qui a vécu un divorce. Et mon père refuse la critique. Il regarde tous les commentaires, il rétorque Ariel, ne les écoute pas, les grands artistes ont toujours été incompris. Et par exemple, dans sa chambre, il y a des photos de moi partout. On dirait celle d'une adolescente en 2002, sauf que le poster, c'est moi. Parfois, j'ai l'impression d'être Patrick Bruel pour une seule personne. Et évidemment, il veut participer à mon œuvre. Mozart avait son père qui corrigeait ses partitions. Moi, j'ai mon père qui m'envoie des idées de vidéos que je dois poster. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas les codes d'Instagram. Hier encore, il m'écrit « Ariel, j'ai une idée incroyable de contenu. Fais une vidéo sur le paradoxe entre Rachi et Maïmonide. Les jeunes vont adorer. » Alors, je lui dis, papa, les jeunes ne savent pas vraiment qui est Maïmonide. Donc pour lui, Internet est une grande synagogue pédagogique. Et parfois, il essaye quand même d'être un père un peu strict. Et il va me parler, mais avec l'intensité d'un discours de François Bayrou. 10 minutes plus tard, il revient dans ma chambre, il dit « Excuse-moi Ariel si j'ai été aussi dur tout à l'heure. » Comme s'il venait de me parler comme un père alcoolique à son fils dans les années 50. Et finalement, grâce à vous, Éric Emmanuel, j'ai compris que chez Mozart, le drame, c'est le moment où le fils doit détrôner son père pour devenir lui-même. Mais j'ai l'impression d'avoir le problème inverse. Je ne pourrais jamais détrôner mon père parce que lui a déjà décidé que j'étais au sommet. Et donc c'est peut-être ça le vrai talent des pères, réussir à avoir du génie chez leur fils, là où les autres voient simplement un garçon qui fait des vidéos sur les réseaux. Merci beaucoup Ariel Efraimi. Et puis j'en profite parce que vous vouliez évoquer David, je crois, tout à l'heure. Un très bon film qui sort, un dessin animé le 18 mars, donc dessin animé qui sort sur le roi David au passage au cinéma. Allez, tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Vous connaissez l'émission Éric Emmanuel Schmitt, c'est votre portrait dans le regard de Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle et bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Alors vraiment ce que j'ai attrapé de très intéressant, c'est cette histoire de corps. Et finalement ça avait démarré très tôt puisque vous dites quoi faire de ce corps. Et vous arrivez tout de suite avec ce côté extrêmement douloureux du suicide et qu'on est prêt à mettre en place. Et là quelque chose de la vie qui se joue quand même.
le sublime, la beauté qui vient vous crocheter. Et l'écriture, et ce qui est intéressant, c'est que l'écriture, c'est souvent le barrage à la mort. Et vous écrivez à Mozart qui vous répond avec de la musique. Et donc, là où il n'y a plus de sens pour vous, vos sens se décuplent. Et voilà la musique qui vient monter le beau et qui vient vous emmener plus loin. Et je trouve que c'est très intéressant comment le corps, l'écriture, vous avez parlé de précocité, chez vous en fait ça arrive dès le début, alors qu'en général ça arrive un peu plus tard avec la maturité. Alors chez vous aussi arrive très vite la notion d'amour. Quand vous dites les mots qui s'aiment, on ne peut pas s'empêcher de penser à cet amour. Mais l'amour au fond c'est quoi ? C'est la possibilité de créer. C'est en général chercher quelque chose qu'on n'a pas. C'est une tentative de faire avec le manque. Et ça, vous l'avez chopé, mais vraiment très tôt. Et le manque, c'est quoi ? En bonne psychanalyse, c'est le désir. Et le désir, vous n'avez jamais cédé dessus. Jamais. Vous ne l'avez jamais lâché. Et ce que j'avais envie de dire, c'est qu'une fois que cette vie, vous avez retrouvé du sens, qu'elle a pris du goût, mais plus jamais vous n'avez voulu la lâcher. Et c'est là où la liberté retrouve ce prix. Alors, vous avez aussi parlé de plusieurs moments de temps. Et vous avez raison, quand un être cher part, sur le moment, on peut y aller avec des blagues, avec une façon de rire. Et le temps des larmes n'est pas toujours immédiat. Et ça aussi, c'est à garder peut-être dans un petit coin de la tête quand cette période est traversée. Chaque temps, et ça s'appelle le temps logique au fond, c'est en fonction de la personnalité de chacun. Alors, je reviendrai à l'amour et au sens du risque, parce que quand même, passer de prof de philo au théâtre, le risque vous l'avez pris et c'est peut-être déjà là que vous avez tué le père. Parce que finalement, vous avez pris votre envol avec un sentiment, à mon avis, même de peur de votre père, mais sûrement d'acquiescement, parce qu'on est toujours quand même un peu fiers de ce que ses enfants osent faire, qu'on n'a pas forcément osé. Donc, cette histoire de père et de mère inconnus ferait, à mon sens, un très joli titre pour un bouquin. Et vous avez raison, parce que les parents, on ne sait jamais réellement qui ils sont. Ce sont des êtres à part entière. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? Eh bien, lorsque le goût de la vie est découvert, on est prêt à tout et à en payer le prix pour ne pas laisser passer cette liberté de vivre. Et oui, ne pas céder sur son désir, c'est bien ça, célébrer la vie et son idée et son identité d'être singulier. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup, évidemment, Véronique Zana, que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J, notre psychanalyste. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission Ensemble. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes venu nous voir pour votre roman Juste après Dieu, il y a papa aux éditions Albin Michel sur la relation entre Mozart et son père. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Vivre chaque jour comme si c'était la première fois. Wow, merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On rend un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais exceptionnellement, on a décidé de diffuser un extrait de votre ouvrage lu par vous, Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup pour ce cadeau. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec les French Twins. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et puis ce sera bien après le journal sur Radio J. À demain. Savez-vous qu'ici, à Salzbourg, on se gausse de vous, monsieur ?